Et donc on va débuter notre premier échange avec Guillaume. Merci Guillaume de nous avoir rejoints. Guillaume, en fait, il travaille pour Seventure. Alors Seventure, c'est un fonds d'investissement. Alors justement, Guillaume, est-ce que vous pouvez nous parler de votre fonds d'investissement, de votre rôle au sein de l'organisation? Qu'est-ce que vous faites? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, Guillaume Échaude-Maison, en effet, moi, je travaille au sein du fonds d'investissement Seventure Partners. Donc, moi, je suis en tant que associé directeur d'investissement, chargé d'investissement. En fait, grosso modo, ça se résume à gérer la relation avec tous les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprises, startups qu'on peut rencontrer, avoir bien sûr les relations à l'extérieur avec les incubateurs, par exemple, les écoles, autres campus, qui peuvent bien sûr pousser des dossiers. Et puis après, ça va être tout ce qui est finalement l'analyse, l'instruction en interne, ainsi que l'accompagnement une fois que le fonds a investi dans une société, pour accompagner les fondateurs ainsi que le reste de leur équipe dans le driver le projet et le développer au mieux avec l'ambition qui a été affichée lors d'une levée de fonds. Alors, vous nous disiez, il y a les incubateurs qui poussent des dossiers, les contacts avec les entrepreneurs. C'est quoi votre stratégie d'investissement? Comment vous choisissez les entreprises sur lesquelles vous allez investir? Bien sûr, en fait, on a différentes déjà verticales d'investissement chez Seventure. C'est un fonds français qui est basé à Paris, qui couvre la France et également le reste de l'Europe et l'international. On va avoir différentes verticales, finalement, départements d'investissement qui vont chacun avoir leur focus spécifique. Donc moi, par exemple, je fais partie de l'équipe Tech Digital qui regarde tout ce qui est plutôt des sujets de software, B2B SaaS par exemple, et après avec des focus très spécifiques sur les verticales, par exemple FinTech, donc innovation pour les services financiers, ou Retail Tech, innovation pour les marques, retailers, distributeurs et e-commerce en ce monde. Donc moi, je vais être très concentré sur ce sujet-là. Quand on va avoir d'autres départements qui vont regarder, par exemple, les sciences de la vie, donc tout ce qui est biotech, santé, nutrition, d'autres sur le sport, et un petit dernier qui d'ailleurs fait très bien le lien avec c'est l'incubateur lancé chez Celia, c'est tout ce qui touche à la blue economy. Donc, on invite notamment les entrepreneurs à peut-être venir nous voir sur cette partie-là. Et donc, chacun va avoir son secteur un peu de prédilection. Donc, bien entendu, on va avoir les projets qui tombent dans cette verticale. Et en termes de critères, bien entendu, on va retomber un peu sur des basiques qui sont finalement l'équipe, les fondateurs, d'où ils viennent, comment ils connaissent leur marché, quelle vision ils ont pour leur projet. Et puis après, on va avoir tout un tas de critères qui peuvent être financiers, des KPI, business, etc. Et également finalement de fit avec leur écosystème et choses comme ça qui sont là peut-être un peu moins tangibles, mais sur lesquels nous, en tout cas en équipe d'investissement et réflexion avec notre comité, on s'éprend bien sûr dessus pour sélectionner les projets. Et alors du coup, c'est quoi les tendances, si je peux dire, du marché de l'investissement en ce moment? C'est quoi la tendance du marché? Alors, je pense que tout le monde a pu suivre là depuis un peu 2023. Bien entendu, c'est un peu compliqué, si on va dire. Après les quelques années de forte croissance et d'un moment de la part des entrepreneurs, des investisseurs qui ont financé allègrement beaucoup de projets. Ça s'est un peu calmé. On a vu les folles et les nouvelles qui ont baissé, moins de tours, des taux plus raisonnables. Finalement, la tendance a été poussée, je pense que tout le monde l'a entendu, sur moins de croissance à tout prix et plus de preuves de rentabilité, pérennité d'un projet. Donc ça, bien sûr, c'est la tendance, mais on voit également, par exemple, le trou qu'on a eu on va dire deuxième partie de 2022 et 2023 sur tout ce qui était gros stage, ou en tout cas les tours de financement après la série A, série B sur des boîtes un peu plus matures qui étaient complètement KO, là commence à se relancer un petit peu et on voit des signes un peu positifs pour le relancement peut-être du financement de ce type de société. Alors, et puis, la question que j'ai envie de vous poser, c'est au-delà du financement, comment vous accompagnez, vous aidez les startups ou les entreprises dans lesquelles vous investissez? Oui, donc au-delà de l'aspect financier, bien sûr, qui est très important pour les fondateurs à l'instant T où ils viennent de voir, il y a bien entendu d'autres aspects sur lesquels on les accompagne. Alors, en opérationnel, parce que différents fonds peuvent avoir une approche qui se sépare des autres. Certains vont proposer par exemple des aides opérationnelles directement avec des équipes dédiées. Ça, je pousse fortement à le faire. Mais par exemple, chez nous, Seventure, on n'a pas forcément de personnes dédiées en opérationnel. Donc, c'est plutôt les personnes comme moi et autres chargées d'investissement chez nous qui vont être en relation avec les fondateurs, qui vont les accompagner dans la vie de tous les jours et qui vont
intervenir sur des sujets qu'on a pu connaître sur d'autres sociétés, sur d'autres projets, des difficultés sur lesquelles on avait réfléchi, on a trouvé des solutions, pour lesquelles on les accompagne. Donc là, ça peut toucher du financier, ça peut toucher du RH sur du recrutement, pour donner un peu de quelques conseils, ou travailler sur des profils. On va bien sûr, la plupart du temps, ouvrir finalement notre réseau, notre répertoire un peu, pour mettre en relation avec les personnes les plus habiles, les plus experts du sujet précis sur lequel les entrepreneurs ont besoin d'aide. Alors, vous parlez des fondateurs, des entrepreneurs. Bon, ici, c'est la première journée dédiée au rebond. Est-ce qu'un fondateur ou un entrepreneur qui vient vous voir avec l'expérience d'avoir malheureusement déjà planté une entreprise, ou heureusement, si je me place du point de vue des rebondisseurs, est-ce que c'est un frein quand vous regardez le dossier? Alors, je le dis tout de suite simplement, non. Après, on peut avoir différentes manière de lire le sujet. Nous, on le voit en tout cas plutôt comme une force, c'est-à-dire qu'une personne qui a fondé une première société, qui a essayé quelque chose et qui a du coup échoué dans ces cas-là quand on discute. Pour nous, ce qui est primordial de regarder finalement, c'est qu'est-ce que cette personne a appris. Et donc, on va pas du tout la pénaliser en se disant que on arrive avec des a priori, cette personne ne pourra pas relancer un nouveau projet et on lui ferme la porte. Non, on est tout à fait ouvert, mais après, ça va être crucial de comprendre vraiment les enseignements et où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui et comment ils vont faire mieux et rebondir finalement très bien dans l'association cette nouvelle aventure. Ok, donc finalement, c'est presque une bonne nouvelle quand un entrepreneur vient vous voir en phase de rebond. Qu'est-ce qui fait que vous allez vous dire, il a tiré les leçons? Quel conseil vous donneriez là, s'il y a des entrepreneurs en rebond qui se rapprochent de fonds d'investissement du vôtre? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils mettent en avant dans leur dossier pour que justement ce soit perçu positivement? Peut être différentes manières. C'est-à-dire, si vous lancez un nouveau projet qui est toujours un peu sur le même secteur, bien sûr, il va falloir accentuer un peu plus sur votre compréhension de ce secteur précis, les tenants aboutissants de chacun des acteurs qui viennent travailler avec vous ou avec des clients ou des partenaires. Ça, normalement, si vous restez dans le même, vous devez pouvoir avoir une vraie évolution de maturité qui est présentée de la part du fondateur. Si on change complètement de secteur et qu'on est dans quelque chose de totalement nouveau, là, ça va peut-être être pas de la même manière qu'on va le montrer, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être montrées d'un point de vue de quel financement ils avaient accepté, qui les a peut-être mis dans une difficulté par la suite, qu'ils ne veulent pas refaire, des recrutements qui ont peut-être été trop massifs ou trop accélérés, sur lesquels ils ont compris qu'ils n'avaient pas s'y prendre de la même manière. Alors, ça peut toucher un peu chacun des sujets sur lesquels l'entrepreneur, le fondateur en tout cas, se concentre pour le développement de cette société, mais à minima montrer qu'il y a eu des enseignements et des leçons tirées. Merci. Je suis ravi d'entendre qu'il y a une bonne nouvelle pour les fonds d'investissement, les entrepreneurs. De cette manière, bonne nouvelle dans le sens où on sait que cette personne a déjà connu la création de l'entreprise, les difficultés, et donc s'est déjà retrouvé face à tous ces problèmes. Et on espère, après, dans l'échange qu'on va avoir avec ce rebondisseur, on va essayer de comprendre si les leçons sont tirées. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que vous avez des statistiques? Parce que là, on a le discours, mais dans les statistiques, combien d'entrepreneurs vous avez qui sont des serial entrepreneurs et combien ont déjà planté leur boîte? Je ne sais pas si c'est déjà mesuré, mais alors, ce serait intéressant de voir ça. En toute transparence, je ne l'ai pas mesuré avant de venir, donc je suis désolé de ne pas avoir une info précise à vous donner. Maintenant, si je réfléchis très rapidement, aujourd'hui, rien que sur mon équipe, on a une 35 entreprises en portefeuille. Je sais qu'il y en a à minima un bon tiers sur lesquels on a soit des serial entrepreneurs, des personnes qui avaient déjà fait un projet auparavant. Et dans ces serial entrepreneurs, on ne sait pas si leur boîte est sortie avec un exit par le haut ou au contraire dans la casse. Généralement, j'ai en tête deux projets sur lesquels on accompagne des entrepreneurs et qui en a eu un succès juste avant, donc on les a accompagnés tout de suite. La plupart des autres, c'est plutôt des serial entrepreneurs et sur lesquels les projets d'avant n'ont pas été des grands succès. Donc, c'est pas forcément une casse complète et une mise au tapis, mais c'est dans tous les cas une aventure qui n'est pas sortie fondamentalement vers vous. Ce serait peut-être intéressant pour les rebondisseurs de commencer à mesurer ces choses. Oui, absolument, et ça fait partie des sujets sur lesquels on est en train de travailler, de se dire, et c'était aussi l'intérêt d'avoir un fonds d'investissement pour cette journée, de pouvoir partager autour de ces sujets-là. La thématique du financement est une thématique sur laquelle on travaille, sur laquelle on est beaucoup sollicité par l'abondisseur en tout cas, et qu'on essaye d'accompagner. Alors, merci pour la question. Je voudrais revenir, vous avez évoqué
juste avant en disant ils ont appris des financements précédents. Comment ça s'articule un fonds d'investissement? Est-ce que ça peut être combiné avec des aides gouvernementales, type d'accompagnement BPI, des choses comme ça? Est-ce que ça peut fonctionner ensemble et comment? Alors tout à fait. Je pense que déjà avant d'arriver face à un fonds d'investissement qui traditionnellement arrive plutôt soit que la société a déjà eu quelques preuves sur le marché, avec quelques exceptions de fonds très d'amorçage. Et sinon, les entrepreneurs bénéficient déjà généralement des aides de fonds, quelques petits sujets comme ça. Bien entendu, quand un fonds d'investissement comme le nôtre intervient sur une levée de fonds et un financement de l'entreprise, les entrepreneurs, soit d'eux-mêmes, ils l'ont, ou alors nous, on les pousse à dire qu'il y a toujours une poche à aller chercher auprès soit des banques pour des fonds bancaires, mais également auprès de subventions de la BPI, des techniques, etc. Et ça, c'est généralement, nous, en tout cas, dans nos sociétés, je pense que 99,9% des sociétés font cette démarche d'aller compléter la levée de fonds avec cette aide supplémentaire. Donc, dans les aides supplémentaires, il y a la BPI. Qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autres? Au-delà de la BPI, vous en avez d'autres en tête? Il y a d'autres organismes. Alors là, comme ça, tout de suite, je l'ai pas en tête forcément. Il était comme ça, pas la donne, mais sinon, bien entendu, on pourra partager plus tard des infos qui permettent d'aller voir les différents acteurs qui permettent de financer. Mais il y a d'ailleurs des acteurs qui sont positionnés sur le marché. Comme les banques d'affaires aident les entrepreneurs à aller voir des fonds d'investissement, il y a des banques d'affaires qui sont dédiés un peu à aider les entrepreneurs à aller chercher ces aides supplémentaires et aider dans les relations avec les banques pour le financement bancaire aussi. Merci. Il y a une question. Dans quel ordre il faut le faire? Il faut d'abord aller vous voir et après on va chercher les aides et subventions complémentaires, ou c'est l'inverse? Alors il y a certaines aides qui peuvent être obtenues avant. Ça n'est pas de souci parce que ça va plutôt être basé sur finalement les recherches R&D, les ressources internes de la société qui ont été mises en avant et qui permettent d'obtenir ces aides-là. Et puis il y en a d'autres où en revanche on peut le faire plutôt en parallèle de la levée de fonds, c'est-à-dire on peut initier par exemple des discussions avec des banques et dire je suis en train de faire une levée de fonds, je n'ai pas encore le montant final, je n'ai pas tous les commitments, etc. Mais ça va être de cette envergure et donc le banquier peut commencer à préparer le dossier et se dire nous on saurait à côté faire un financement bancaire à peu près de l'ordre de X euros. Et donc ça peut se faire concomitamment et en revanche ça va vraiment être à la fin où le closing est effectué avec les investisseurs sur la partie levée de fonds que ça va pouvoir se finaliser avec ces aides bancaires, etc. La question que je voulais vous poser, c'est quel conseil vous donneriez aux entrepreneurs rebondisseurs présents là pour attirer les fonds d'investissement s'ils en ont besoin? C'est-à-dire qu'il faut qu'ils prennent leur bâton de pèlerin et qu'ils frappent à la porte, il faut qu'ils se rendent visibles pour être sollicités. Quel conseil on leur donne? Je pense qu'il n'y a pas de voie différente que les autres entrepreneurs finalement. Je pense qu'il faut pas se mettre une catégorie où on se dit nous les rebondisseurs finalement on est désavantagé par rapport aux autres. Je pense que un fonds d'investissement va regarder le projet, les fondateurs, quelque chose de passif, etc. Et après ça va vraiment être la manière dont on échange avec eux, sans leur maturité sur le projet, etc. qui pourrait jouer. Donc pour moi, il n'y a pas de manière spécifique de se mettre en avant pour rentrer en contact avec un fonds d'investissement. Et malheureusement, l'expression quand on va tout faire y aller, je pense que c'est un peu le chemin un peu destiné pour chaque entrepreneur à aller taper différentes portes des fonds. Bien sûr, en essayant de viser ceux qui sont le plus dans sa thématique et sont suivis. Donc, si je reformule, dites-moi si j'ai bien traduit. Finalement, la priorité, c'est de digérer ce qui s'est passé précédemment et d'en faire un atout et d'aller le vendre. Il n'y a pas de sujet derrière. Si je vends bien mon projet, quel que soit le projet, peu importe mon parcours, à partir du moment où j'ai appris des choses. Tout à fait. Moi, le premier conseil que je donnerais, c'est de ne pas avoir de blocage finalement et de rester dans la déception de son aventure précédente et de se dire que je n'arriverai finalement jamais à me relever. On a des exemples tous les jours de personnes qui font partie de projets qui ont échoué et qui maintenant font partie ont initié des projets qui ont des grands succès. Et finalement, c'est quoi si je peux dire, les erreurs ou en tout cas les dérapages des entreprises qui viennent vous voir, qui vous sollicitent, les plus courantes où vous vous dites non là ils sont pas dans la bonne direction? Vous savez quoi le top 5 des erreurs que vous pouvez rencontrer? Si on doit donner un top, je pense qu'il y a toujours, on va dire, le montant à lever qui est pas forcément en ligne avec leurs réels besoins et plutôt motivé par soit un besoin de baisser la dilution
ou tout simplement afficher un gros montant pour faire peur un peu à la concurrence et asseoir sa réputation. Donc ça, ce serait le montant de financement, on va dire. Ça pourrait être également dans tout ce qui est engagement de ressources internes de la société, où on voit que beaucoup d'entrepreneurs finalement veulent aller trop vite et toujours à la course à celui qui prend la place au premier. Alors on peut comprendre pour certains marchés où il y a un vrai besoin d'arriver le premier. Bon, là, beaucoup d'autres marchés, finalement, on peut faire sa place, alors pas forcément en prenant son temps, mais on va dire au bon rythme et sans vouloir. Enfin, une des erreurs les plus communes, en effet, c'est d'avoir recruté trop de personnes en événement et de ne pas avoir finalement délivré ce qu'ils attendaient et se retrouver un peu cornaqué avec à la fois trop de monde en interne et pas du tout les résultats espérés. Et pour solliciter un fonds d'investissement, est-ce qu'il y a un montant minimum en dessous duquel c'est pas pertinent? Est-ce que non, parce que tout type de fonds d'investissement va avoir différents tickets taille d'investissement. Et donc après, en fait, c'est encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt bien viser le fonds qui nous correspond. C'est-à-dire, est-ce qu'il investit plutôt en amorçage, plutôt en série A, plutôt dans les stades suivants? Quelle taille de ticket ils mettent? Est-ce que ce sont des fonds pour le moins ou du tout? Donc ça dépend un peu de ce qu'on vient chercher. C'est-à-dire, si on a des 20 livres, on va aller faire un autre site à côté. Et puis après, il va y avoir aussi ceux qui sont, le début. On a par exemple 4 départements d'investissement, chacun avec sa verticale. Si quelqu'un vient nous voir sur des sujets par exemple du gaming, on a beau se dire le projet est très bien, malheureusement on n'aura qu'une réponse pour ces gens-là, on peut pas le financer, on peut pas aller plus loin avec vous. Donc le secteur, le focus aussi vertical de ce fonds est important, avec la taille de ticket d'investissement. Alors, je sais pas si c'est clair pour tout le monde, amorçage, série A et tous ces éléments-là. Est-ce que juste on peut donner quelques éléments de compréhension? Oui, bien sûr. Donc dans les différents stades, on va dire, de création de projets, de financement, notamment déjà là, donc l'amorçage traduit par le seed, qui graine, qui fait qu'on initie un projet. Là, c'est vraiment au stade où c'est le fondateur, peut-être les cofondateurs, avec son tout début d'équipe, les premiers employés, qui créent un produit, qui se lance, qui vient chercher peut-être un peu de financement, généralement à ces stades-là, plutôt auprès de business angels, des personnes, des particuliers assez fortunés qui souhaitent investir eux-mêmes directement dans des entreprises. Et ensuite, on arrive plutôt avec un peu de commercialisation, une traction qui se forme, à un stade où là, on appelle ça plutôt la série A, où généralement le premier tour institutionnel de financement, où là, c'est plutôt des fonds d'investissement du style de Venture Partners dans lesquels je travaille, qui interviennent à ces stades-là. Et donc là, on intervient sur des tours de financement un peu plus ambitieux, et ainsi de suite, après avec les séries B, etc. Et là, on arrive après sur du gros, donc le financement on va dire de la scalabilité du projet une fois avant d'arriver au capital développé. Merci. Quelle est la leçon la plus importante que vous avez apprise là dans votre expérience en investissant ou en aidant les entreprises à grandir? C'est quoi la leçon que vous tirez de votre expérience jusque-là, ce que vous avez appris qui vous semble en disant ça, c'est ce que je garde de ce que j'ai fait jusque-là? Je pense qu'une des leçons qui est le plus important dans ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est de bien sentir finalement les fondateurs. On dit toujours que l'équipe est importante. On a pas mal de projets. Moi, ça fait un peu plus de 6 ans maintenant que je travaille dans l'investissement avec ces Venture Partners. On a pas mal de projets dans lesquels on accompagne des fondateurs. On voit que, étant donné qu'on investit dans une société, et finalement au capital avec des actions, on va rester assez longtemps dans cette aventure, généralement en moyenne 5-7 ans, peut-être plus. C'est crucial d'avoir les bonnes personnes à la tête de cette société, de bien s'entendre avec eux. Et j'ai pu voir les déconvenus avec d'autres fondateurs où finalement humainement ce n'était peut-être pas ça, ou on voulait tout simplement pas aligner, et dans cette durée et ce mariage, comme on dit généralement dans l'investissement avec les startups, ça peut poser un gros problème. Alors, j'allais dire justement, vous avez en partie répondu, c'est quoi les bonnes personnes? Ça, c'est compliqué comme question, les bonnes personnes. C'est une personne qui a quand même qui a de l'ambition, bien entendu, parce qu'il lance un projet un peu sorti de nulle part et il veut aller prendre une place importante dans le secteur qu'il attaque. Donc ça, il faut beaucoup d'ambition, un peu de folie, bien entendu, mais
Contrairement à ça, finalement, il faut une personne qui a un minimum terre à terre aussi. C'est-à-dire qu'on en a eu beaucoup qui avaient énormément d'ambition, qui étaient très rêveurs, qui voulaient y aller à fond. Et quand on n'a pas un minimum de rapport à terre comme ça, un petit peu, finalement, ça dérape toujours à un moment. Donc, il va y avoir bien sûr ce côté-là. Les bonnes personnes, c'est ceux qui savent également recruter des très bons profils, même meilleurs qu'eux, sur certains sujets bien sûr précis, hein, puisqu'on est fondateur. Donc, au bout d'un moment, quand la boîte grossit, on s'écarte, on prend de la hauteur et on délègue, on va dire, des parties financières, opérationnelles, etc., à d'autres personnes. Et là, c'est crucial aussi de comprendre que cette personne est capable d'accepter de laisser la place à voilà. Et donc là, parmi les apprentissages, on l'a vu récemment avec un fondateur notamment qui a toujours rechigné chaque personne qu'il a recruté et ça n'a pas fonctionné. Il a recruté des gens, il en était pas satisfait, c'est ça? C'est pas qu'elle n'est pas satisfaite, c'est qu'il empêche il laisse pas la place à cette personne de s'exprimer dans la société, de prendre le rôle pour lequel elle a été recrutée. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, on recrute une personne en charge de la développement commercial, une head of sales, une directrice commerciale, un directeur commercial, et on se rend compte au bout de quelques semaines, quelques mois, que finalement cette personne est tenue excusez-moi l'expression, à la culotte par le fondateur qui lui dicte un peu tout comment faire sur cette partie commerciale, etc. Alors qu'on a recruté cette personne qui a une expérience précise là-dedans, qui a montré qu'elle avait su faire ça. On laisse à la place. Ça peut être la même chose sur la finance, avec d'autres exemples, il y a le recrutement, des choses comme ça. Sur quoi on doit investir là, si on doit investir plus, vous savez? Apparemment, c'est l'IA en ce moment. C'est une gâte. Ah ouais, c'est clair. Je crois qu'on a pas d'endroit en plus. C'est quoi le message clé, le conseil là, que vous aimeriez donner à notre audience, qu'elle reparte avec après votre intervention? C'est un peu ce que je disais au début de notre échange. Pour moi, le message clé pour nous, en tout cas, de rebondisseurs à l'avancée de l'Assemblée, c'est vraiment avoir confiance dans ce que vous avez fait auparavant, ce que vous en avez tiré, et de savoir finalement bénéficier pour votre nouvelle aventure. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y, je vous en prie. Oui, bonjour. Moi, j'ai créé une entreprise qui s'est beaucoup développée dans le domaine social des personnes âgées. J'ai fait 20 millions de chiffre d'affaires en 5 ans. J'ai fait voter une loi de professionnalisation du métier que j'avais identifié comme dans l'habitat inclusif des personnes âgées. Et cette loi est passée. On m'a dit tu as gagné, tu as gagné. Il se trouve que les décrets sont jamais sortis. Il y avait des lobbies très puissants, départements, maisons de retraite, etc., qui agissaient en sous-main pour empêcher ça. Donc j'ai été évidemment responsabilisé comme étant la personne qu'il fallait abattre parce que l'État s'était engagé auprès de moi dans cette loi, que les décrets d'application sont jamais sortis parce que les lobbies étaient par derrière. Donc j'ai été condamné en première instance très lourdement. En appel, j'ai gagné sans un centime de pénalité. Il a fallu le temps de se relever. Pas banal. Aujourd'hui, j'ai créé dans l'écomobilité des simulateurs innovants à proprioception qui permettent, c'est un jumeau numérique de la conduite que je viens de breveter il y a quelques mois, et donc avec des groupements d'auto-écoles, dans le cadre de partenariats public-privé, puisque c'est ma double culture qui m'a donné cette expérience, va permettre de développer le produit, d'abaisser le coût du permis et en même temps de développer la formation professionnelle dans la sécurité routière par rapport au fait que ces simulateurs vont avoir des données de la conduite très précises et que ça va permettre à chacun de connaître ses capacités et de les voir évoluer dans le temps par des tests progressifs. Donc, ma question, elle est la suivante. Ça prend du temps. Voilà. Et aujourd'hui, on me dit, notamment à la BPI, que j'ai un certain âge, que la BPI, d'ailleurs, qui devait m'accompagner au moment où j'étais dans les TRL 4 à 7, on appelle ceux de la vallée de la mort, qui avaient j'ai mis 300 000 euros dans l'opération. J'ai pas eu un centime de la BPI. Et aujourd'hui encore, on me dit, alors que depuis, j'ai un brevet mondial qui était reconnu et très innovant
sur les simulateurs puisque je remplace les hexapodes qui sont une technologie B2B de laboratoire et de l'université en un dispositif beaucoup plus compact et économique avec seulement 2 vérins. Et donc j'ai ce brevet mondial. J'ai un partenariat avec une entreprise, co-entreprise d'un constructeur automobile, Renault pour ne pas le citer, Dassault Systèmes, etc., pour utiliser leur logiciel. Et donc on me dit toujours que je suis trop vieux. Et forcément, je suis encore plus vieux. Donc je voudrais vous dire... C'est vraiment la justification qu'ils vous donnent, c'est l'âge? Écoutez, franchement, le dernier, alors que je suis avec un type qui est à la BPI, qui est quand même quelqu'un qui est responsable des projets porteurs, et il m'a sorti ça. Donc là, je suis tombé des nues. Et donc, je crois qu'on a un médiateur des entreprises qui est là aussi. Juste devant vous. J'ai envie de demander plus tard, en off, au médiateur des entreprises, s'il y a moyen d'aller discuter avec la grande BPI pour savoir comment il faut faire, parce que évidemment, quand vous créez votre entreprise, j'ai quand même un peu d'expérience, pardonnez-moi, mais quand vous créez votre entreprise, même à mon âge, et quand on a depuis 6 mois un brevet international, il n'est pas complètement décati. Alors, Je pense qu'on doit rester maître du moment où on va faire appel à un DG qui sera jeune, parce que je suis pas idiot, et tout ça, je vais l'organiser. Voilà. Donc, moi, je veux dire, attention, je connais bien les problèmes du vieillissement parce que je me suis beaucoup investi dedans. On a 20 ans d'espérance de vie en plus qu'on a gagné en 30 ans. Cette espérance de vie, il faut la mettre aussi au profit de ceux qui créent des entreprises et qu'on les empêche pas de faire parce qu'on a encore un regard dépassé par rapport à ce que c'est que l'entrepreneuriat. Donc Guillaume, la question c'est quoi l'âge limite? Je suis d'accord qu'on arrive à cette conclusion. Pour un fonds d'investissement, on n'est jamais arrivé à la conclusion de dire que ce projet n'était pas finançable à cause de l'âge du dirigeant. Non, ça peut être un critère dans la discussion de dire est-ce que cette équipe voit l'innovation de son marché et bien en ligne avec ce qui se passe. Mais à la fin, ça n'a jamais été le critère qui a permis, en tout cas de notre côté, de nous sortir d'une opportunité d'investissement. Et dans l'autre sens, parce qu'on est dans une école et il y a des étudiants, c'est quoi l'âge minimum? De la même manière, il y en a pas. Hein. Je pense qu'à partir du moment où on a l'âge légal de monter une entité et d'avoir la maturité intellectuelle de gérer son projet, de recruter des personnes douées à ses côtés, je pense qu'il y a tout exemple qui a été montré par le passé par des personnes très jeunes qui ont très bien marché et des personnes bien plus âgées qui ont fonctionné aussi. Pas de limite là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vas-y, Michel. Alors, j'ai une question de Michel. D'abord, moi, j'ai une question sur le développement. C'est-à-dire que je pense qu'en France, on a beaucoup de moyens pour démarrer. L'amorçage, aujourd'hui, ces 15-20 dernières années, c'est quand même simplifié. C'est quelque chose aujourd'hui, je pense, qui est rentré dans les mœurs. Par contre, dès qu'on prend un tout petit peu de recul sur les marchés, en particulier qu'on se met dans une perspective interpays ou internationale, apparaît la notion de développement. Et là, on s'aperçoit que une entreprise, là où il y a une difficulté en France, je pense, c'est lorsqu'il faut mettre sur la table entre 1-2 millions d'euros, c'est à peu près en fonds propres, peut-être 4, le développement, en tout cas, entre la fin de l'amorçage et la partie vraiment où on va attaquer les marchés après. On est en plein développement entre les deux. Et je pense qu'aujourd'hui, si j'ai bonne mémoire, on ne peut pas dépasser 30 millions d'euros en France. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas qui c'est. C'est moi en plus. Désolé pour me perturber. Et donc, je crois qu'il y a pas plus de 30 millions d'euros dans le développement en France avec les fonds propres, puisque vous savez que 1 euro de fonds propres égale 1 euro de banque, et que avec BPI, si vous n'avez pas un montant important de fonds propres, BPI vous prêtera pas. Donc, quelle est votre position là-dessus et comment vous positionnez-vous entre l'amorçage et le vrai développement qui lui peut parfois demander une centaine de millions, mais entre les deux, quoi. Alors, si j'ai bien compris la question et par rapport à ce que vous disiez, donc il y avait bien sûr l'amorçage, ce qu'on a parlé un petit peu de la série A, etc., et puis la partie de développement que vous mentionnez. Bon, déjà, moi, ce que je voulais dire, c'est par rapport à ce que vous avez mentionné, le gap qu'on avait il y a quelques années entre du pur amorçage qui était fait par des business angels qui étaient pas nombreux à l'époque encore, et
avant d'arriver à la série A avec vraiment des fonds institutionnels, il était très fort il y a encore quelques années. Là, il a quand même fortement réduit. Euh, plusieurs explications. La plus forte, je pense, c'est aussi une certaine maturité de l'écosystème français, avec une première, deuxième génération d'entrepreneurs qui ont fait des succès, qui ont réalisé leurs exits et qui ont finalement de l'argent à réinvestir pour des nouveaux projets innovants. Et ça, on a vu que entre, je sais pas, 2015 et aujourd'hui, ça s'est multiplié énormément. On voit qu'il y a beaucoup de financement disponible pour des projets qui se lancent et qui font aussi, on va dire, le pont entre ces premiers financements et des besoins de 500 000, 2 millions d'euros avant d'arriver auprès de fonds d'investissement comme nous. Où nous, par exemple, les tours vont être de, je sais pas, 2 à une quinzaine de millions d'euros. Ça, tout ça, c'est déjà fortement amélioré. Et puis après, on avait un autre problème en France et peut-être en Europe. C'était ensuite que ces fonds institutionnels soient arrivés en série A ou série B avec des tours, quand je dis 2 à 15, peut-être de 10 à 30 pour les séries B. Derrière, on avait beaucoup de mal pour la suite. Justement, comme vous le disiez, les gros fonds à 50 millions ou 100 ensuite étaient plutôt absents en France. Il a été partiellement pallié par des acteurs internationaux qui sont venus s'intéresser au marché français. On a vu des Américains, on a vu des Anglais, on a vu d'autres fonds internationaux venir, qui eux ont ces grosses sociétés de gestion qui ont finalement plusieurs milliards et qui investissent des tickets un peu plus importants dans les sociétés. Donc ça a commencé à se faire. Maintenant, je suis d'accord avec vous, le réel besoin qu'on a, c'est des grands acteurs français beaucoup plus multiples pour arriver sur ces parties de développement. Je vais compléter ma question avec un rebondisseur qui n'est pas présent dans la salle, auquel vous lui avez dit non. Alors, je donnerai pas ce nom, mais on pourra en parler en off si vous voulez. Mais en gros, c'est une entreprise qui a déjà pratiquement 10 ans de recul, qui a non seulement des démonstrateurs, mais des clients. La réponse du comité du DealFlow, c'est que le projet ne rentre pas dans notre thèse d'investissement à ce stade. Et il voudrait comprendre qu'est-ce qu'une thèse d'investissement et qu'est-ce que vous entendez par là. Alors, j'ai pas tous les tenants aboutissants et les seuls projets en particulier. Bien entendu, déjà, il y a plusieurs points que je peux donner. C'est un refus, déjà, c'est assez courant pour un fonds parce que finalement, le taux de conversion entre le nombre de projets qu'on voit et ceux qui sont réalisés est très, très infime. À titre d'illustration, rien que notre équipe Tech Digital, c'est à peu près 2000 projets par an pour 4 à 5 projets financés. Dans le ratio, déjà très compliqué. Donc, les noms, c'est malheureusement très habituel pour des investisseurs. Et après, dans ce cadre-là, peut-être précis, de ce projet, entrer dans la thèse d'investissement, ça peut être plusieurs points. Ça peut être soit, le fait qu'il rentre pas finalement dans le secteur d'activité dans lequel nous on investit. Moi, par exemple, le tech digital, aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur des innovations pour le domaine des services financiers, fintech, ou des innovations pour le domaine du retail. Tout ce qui va être autour. Par exemple, l'économie d'énergie, par exemple, quand même un facteur 20, pour ne pas dire 25, est-ce que ça rentre dans l'économie d'énergie, ça rentre dans votre thèse d'investissement? On peut reprendre le mot pour pas dire de bêtises. Alors, l'économie d'énergie, c'est un sujet qu'on discute énormément aujourd'hui et dans lequel c'est crucial. Malheureusement, dans ma thèse d'investissement, on n'a pas du tout ce sujet-là aujourd'hui. Donc là, typiquement, la réponse est assez rapide. Okay. Ce n'est pas un sujet qui est couvert aujourd'hui dans notre focus d'investissement. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le partage d'expérience? Moi, je peux peut-être plutôt vous donner un témoignage par rapport à l'âge. Je suis une personne qui a un succès phénoménal au Japon parce qu'elle a lancé sa mousse au chocolat, donc on est dans un domaine plutôt food là, et elle a eu un succès énorme. Elle retourne au Japon le mois prochain. Elle essaye de se lancer en France, donc je vais bien expliquer que là elle était sur un secteur complètement comment dire, très très occupé par les mousses au chocolat. Voilà, simplement elle a changé de métier à 59 ans. Elle a passé un CAP, elle l'a eu. Elle a passé un concours, elle a été médaille d'or de la meilleure mousse au chocolat de France. Très bien. Elle a aujourd'hui un peu plus d'années. Elle cherche des fonds. On lui dit, mais là c'est clair, on lui dit, vous êtes trop vieille. Voilà. Oui.
Voilà, c'est clair, c'est net. Donc, la réflexion, c'est peut-être, c'est ce qu'on essaie de travailler ensemble, de ne plus se positionner comme rester fondatrice, mais de ne plus se positionner comme elle étant le futur de l'entreprise. Voilà. C'est ce que je voulais dire par rapport à votre témoignage également. Voilà. Vous avez vous-même indiqué que vous anticipiez déjà de mettre un DG, une personne qui allait reprendre les règles plus jeune par la suite. Bon, je ne suis pas pour dire que les justifications des fonds d'investissement qui étaient de dire c'est trop vieille sont valables et on va aller là-dessus, mais si fondamentalement on sent que c'est toujours une porte fermée comme ça, je pense que la meilleure réaction à avoir, c'est de se retourner, de revenir différemment sur une copie révisée. Et donc, comme vous l'avez dit, avoir un DG plus jeune, potentiellement, c'était ça leur réponse, ou montrer d'une autre manière que vous avez révisé la copie qui a été présentée et que ce coup-ci, vous êtes plus éligible par rapport au retour qui vous avez donné initialement. D'accord. Donc, quand on revoit la copie, on peut se permettre de revenir avec une nouvelle copie. Moi, d'ailleurs, c'est un conseil que je peux donner à chaque entrepreneur. Moi, quand on échange avec un entrepreneur et on peut très bien s'entendre, on peut aimer le projet, mais à la fin, leur dire non, comme je disais, ça arrive très souvent. Beaucoup me demandent derrière, mais finalement, c'est un non définitif parce que ça rentre pas du tout dans votre thèse d'investissement ou parce que c'est vraiment pas le type de sujet que vous voulez financer, ou est-ce que juste c'est un problème de maturité, c'est un problème de la stratégie d'entrer sur le marché qui était pas encore assez étoffée, des choses comme ça qu'on a mal présenté, qu'on a besoin de voir un peu plus de maturité, et ça on leur répond franchement pour leur dire non, en effet, on sait que vous, ça sera jamais visible tant qu'on changera pas, par exemple, de ce type d'investissement. Ou en effet, non, vous êtes tout à fait dans votre cave, mais il y a tel et tel point qui nous ont bloqués à ce stade, et si vous revenez dans quelques mois ou dans un an avec ces choses-là révisées, on sera tout à fait ouvert pour revoir, recevoir et réétudier la visée d'investissement. Merci. Merci. On a le temps de prendre une dernière question avant que je joue le rôle du méchant maître du temps. Voilà, présenté comme ça ne se suscite pas l'évocation. Ça motive. S'il n'y a pas de questions, merci beaucoup. Ah, il y en a une au fond. Super. Pour terminer le cycle de l'investissement, est-ce que pour nous partager un petit peu comment ça va se passer pour le désinvestissement? Ok, oui, bien sûr, on va parler. Donc le désinvestissement, déjà je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en discussion avec l'investisseur au moment où on rentre en relation avec lui, c'est-à-dire prévoir l'investissement à ce stade, on peut se dire le désinvestissement, donc malheureusement en très bon français, exit comme on dit souvent dans le milieu, est encore loin, mais finalement il est crucial de savoir si on est un minimum aligné déjà à l'instant T, pour savoir si dans 5, 7 ans, 10 ans, on va l'être pour un exit, une sortie. Donc déjà, ça c'est quelque chose qu'il faut absolument discuter à l'entrée. Et après, comment ça va se passer? Il y a plusieurs points. C'est-à-dire que nous, les fonds d'investissement, on a bien sûr les sociétés de gestion ont des fonds d'investissement qui ont des durées de vie limitées. Alors, certains n'en ont pas, parce que par exemple, c'est des corporates ou autres qui ont des fonds, ce qu'on appelle evergreen, finalement, dans lesquels ils peuvent investir, et une fois que c'est désinvesti, ils peuvent tout de suite le réutiliser, et il n'y a pas de limite de temps pour eux là-dedans. Nous, par exemple, c'est notre partner, on est un acteur, les différents fonds d'investissement qu'on gère ont des durées de vie en moyenne de 10 ans. Donc après, c'est un peu à nous de bien anticiper, de se dire j'investis avec tel fonds et tel fonds dans cette société aujourd'hui, en se disant bon, ce fonds-là il a encore X années de durée de vie. Je pense que pour ce projet, en effet, on pense que le désinvestissement est envisageable à partir de telle date. Donc il faut que ça soit en ligne déjà pour se dire on va pas avoir de problème là-dessus, pour ne pas devoir pousser trop vite les fondateurs à dire non, on a besoin de sortir, parce que c'est pas du tout notre souhait de devoir dire aux gens autour de la table, les fondateurs, autres actionnaires, de dire nous on a un besoin de liquidité, donc il faut le faire tout de suite. Ça c'est notre problème, on l'anticipe, et d'ailleurs on rassure toujours l'entrepreneur de dire que si jamais on a un problème de liquidité comme ça, on a bien sûr plein de mécanismes pour s'organiser en interne, de faire des transferts dans un autre fonds, etc. Sinon le désinvestissement, l'exit, si on le fait pour nous, on va toujours plutôt le pousser pour le faire en même temps avec le fondateur. C'est-à-dire on se dit qu'on est arrivé au bout de l'aventure ensemble, lui-même a envie de faire une passation, soit de rejoindre un plus grand groupe et de faire partie de l'aventure, mais d'être adossé à quelque chose d'un peu plus solide.
ou alors de complètement donner les rênes à quelqu'un d'autre, et donc boîte qui les rachète et lui sort complètement, et veut passer complètement à autre chose, ou auprès d'un acteur financier, etc. Ça, c'est des discussions qu'on a avec le fondateur pour comprendre un peu aussi son envie, où est-ce qu'il veut aller. Après, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez savoir un peu plus sur le désinvestissement? On peut bien sûr en parler plus longuement. Merci beaucoup Guillaume pour ce partage et d'être venu. Merci beaucoup. On va continuer, mais c'était votre regard était important pour nous aujourd'hui. Un grand merci. Un plaisir de être joint à vous, et n'hésitez pas si vous voulez discuter plus longuement sur d'autres sujets du financement et finalement la collaboration avec les fonds. Merci. Donc, Guillaume reste juste avec nous jusqu'à 16h, donc on pourra tous te voir à la pause, prendre un ticket pour poser vos questions. Merci beaucoup.